Chapitre 3. L'énorme surprise de Marilla Culbert. Marilla s'était précipitée au-devant de Matthew lorsque celui-ci avait ouvert la porte, mais lorsque son regard se posa sur cette étrange petite silhouette aux longues tresses rousses, attifée d'une robe informe, et qu'elle rencontra les yeux lumineux, passionnés de l'enfant, elle s'arrêta d'un seul coup, stupéfaite. « Qu'est-ce que c'est que ça, Matthew » s'écria-t-elle. « Où est le petit garçon ?» Il n'y avait pas de petit garçon, confessa Matthew d'un air misérable. Il n'y avait qu'elle. Il montra l'enfant d'un signe de tête, se rappelant qu'il ne lui avait jamais demandé son nom. Pas de garçon, mais il doit y avoir un garçon, insista Marilla. Nous avons fait demander à Madame Spencer de nous ramener un garçon. Eh bien, elle ne l'a pas fait. C'est elle que Madame Spencer a amenée. J'ai demandé au chef de gare et j'ai dû la ramener ici. Je ne pouvais pas l'abandonner là-bas, peu importe d'où vient l'erreur. Eh bien, en voilà une drôle d'affaire, s'écria Marilla. Durant tout ce dialogue, l'enfant était restée silencieuse, les yeux papillonnants de Matthew à Marilla, les traits de plus en plus figés. Soudain, elle semblait saisir la signification profonde de ce qui venait d'être dit. Laissant tomber son précieux sac de voyage, elle bondit en avant, les mains jointes. « Vous ne voulez pas de moi ?» se lamenta-t-elle. « Vous ne voulez pas, parce que je ne suis pas un garçon ? J'aurais dû m'y attendre, personne n'a jamais voulu de moi. J'aurais dû savoir que c'était trop beau pour durer. J'aurais dû deviner que personne ne voudrait jamais. Oh, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais éclater en sanglots. » Elle éclata bien en sanglots, s'écrasant sur une chaise devant la table, s'enfouit le visage dans les bras et se mit à pleurer à chaudes larmes. Marilla et Matthew, debout, échangèrent un regard désarçonné par-dessus le poêle. Ni l'un ni l'autre ne savaient que faire. Enfin, Marilla, gauchement, essaya d'endiguer ce gros chagrin. « Allons, allons, il n'y a pas de quoi pleurer comme ça. »« Si, il y a de quoi !» L'enfant leva prestement la tête, exhibant un regard ruisselant de larmes et des lèvres qui tremblaient. « Vous aussi, vous pleureriez si vous étiez orpheline et que vous arriviez à un endroit que vous preniez déjà pour votre maison pour apprendre qu'on ne veut pas de vous parce que vous n'êtes pas un garçon. Oh, c'est bien la chose la plus tragique qui ne me soit jamais arrivée. » Les traits sévères de Marilla se détendirent quelque peu, esquissant comme un sourire hésitant, plutôt rouillé par le manque d'habitude. « Bon, nous pleurons plus. Nous n'allons pas vous mettre à la porte ce soir. Vous resterez ici le temps qu'il faudra pour tirer cette histoire au clair. Comment vous appelez-vous » L'enfant eut un instant d'hésitation. « Pourriez-vous m'appeler Cordelia, s'il vous plaît » dit-elle vivement. « Vous vous appelez Cordelia. C'est votre prénom ?»« Non, pas exactement, mais j'aimerais bien m'appeler Cordelia. C'est d'un nom d'une si grande élégance. » « Je ne comprends rien à ce que vous me dites. Si vous ne vous appelez pas Cordelia, vous vous appelez comment ?»« Anne Shirley, » balbuta-t-elle à contre-cœur, celle dont c'était le nom. « Mais oh, de grâce, appelez-moi plutôt Cordelia. Mon nom n'a pas beaucoup d'importance pour vous, surtout si je ne reste que quelque temps. Et puis, Anne est un prénom si dépourvu de romantisme. » « Romantisme, foutaise de tout cela, » répondit Marilla, que ce genre de discours n'émouvait guère. « Anne est un bon prénom, solide, raisonnable, ordinaire. Il n'y a aucune raison d'en avoir honte. »« Oh, je n'en ai pas honte, » expliqua Anne. « Seulement, je préfère Cordelia. J'ai toujours imaginé que mon nom était Cordelia, du moins depuis quelques années. Quand j'étais jeune, je m'imaginais que c'était Géraldine, mais maintenant, je préfère Cordelia. Mais si vous m'appelez Anne, de grâce, appelez-moi Anne avec un « e » à la fin. » Quelle différence cela fait-il, la façon dont on l'écrit, s'enquit Marilla, qui avait de nouveau son sourire un peu éraillé tout en préparant le thé. « Oh, mais ça fait toute la différence. Ça a tellement une meilleure apparence. Quand vous entendez prononcer un nom, est-ce que vous ne pouvez pas vous l'imaginer dans votre tête tout comme s'il était imprimé ? Moi je peux. Et A-N-N me semble horrible, alors que A-N-N-E a une allure autrement plus distinguée. Pourvu que vous m'appeliez Anne avec un E, je ferai un effort pour ne pas exiger qu'on m'appelle Cordelia. » Très bien, d'accord. Et maintenant, Anne avec un E, est-ce que vous pourriez nous dire comment on a commis cette erreur ? Nous avons demandé à Madame Spencer de nous ramener un garçon. Il n'y avait pas de garçon à l'orphelinat ? Oh si, il y en avait même énormément. Mais Madame Spencer a mentionné très clairement que vous vouliez une fille d'environ 11 ans,
Et la directrice a dit qu'à son avis, je ferais l'affaire. Vous ne savez pas à quel point j'étais enchantée, j'étais tellement joyeuse que je n'en ai pas dormi de la nuit, ajouta-t-elle d'un ton de reproche en se tournant vers Mathieu. Pourquoi ne m'avez-vous pas dit à la gare que vous ne me vouliez pas? Et pourquoi ne m'avez-vous pas laissé là-bas? Si je n'avais pas vu le chemin blanc des délices et le lac au miroir, ce ne serait pas aussi difficile. Juste ciel, de quoi parle-t-elle? Demanda Marilla, fixant Mathieu dans les yeux. Elle parle simplement d'une conversation que nous avons eue en cours de route, fit Mathieu à toute vitesse. Je vais rentrer la jument, Marilla, que le thé soit prêt quand je serai de retour. Est-ce que Madame Spencer a emmené quelqu'un d'autre à part vous? Poursuivit Marilla une fois que Mathieu fut sorti. Elle a pris Lily Jones pour elle-même. Lily n'a que 5 ans et elle est très belle. Elle a des cheveux bruns noisettes. Si j'étais très belle et si j'avais les cheveux bruns noisettes, vous me garderiez? Non. Nous voulons un garçon pour aider Mathieu aux travaux de la ferme. Une fille ne nous serait d'aucune utilité. Enlevez votre chapeau, je vais le poser, avec votre sac, sur la table du couloir. Anne, docile, enleva son chapeau. Mathieu rentrait juste à ce moment-là, et ils s'installèrent à table pour le souper. Mais Anne n'arrivait pas à manger. Elle picorait distraitement le pain beurré, la confiture de pommes sauvages qu'on avait déposée dans une petite coupelle de verre dentelée près de son assiette, mais c'était peine perdue. « Mais vous ne mangez rien, reprocha Marilla d'un ton qui coupait court à toute réplique. Anne soupira. « Je ne peux pas manger, je ne peux pas. Je suis en proie au désespoir le plus total. Est-ce que vous pouvez manger, vous, quand vous êtes plongé dans les abîmes du désespoir ?» Je n'ai jamais été plongée dans les abîmes du désespoir, donc je ne peux rien en dire, rétorqua Marilla. Vous n'avez jamais? Mais est-ce que vous avez au moins imaginé ce que ça pouvait être? Non, jamais, Dieu merci. Dans ce cas-là, je ne pense pas que vous puissiez comprendre de quoi il s'agit. C'est un sentiment fort désagréable, vous savez. Quand vous essayez de se manger, il se forme une boule dans votre gorge et vous n'arrivez plus à avaler, même s'il s'agit de caramel au chocolat. J'ai mangé un caramel au chocolat une fois, il y a 2 ans, et c'était tout simplement délicieux. J'ai souvent rêvé, depuis lors, que je disparaissais sous une tonne de caramel au chocolat, mais je me réveille toujours à l'instant précis où je veux les manger. J'espère que vous ne vous sentirez pas offensé parce que je ne mange pas. Tout est extrêmement bon, mais je n'arrive pas à manger. Je pense qu'elle est fatiguée, suggéra Mathieu qui n'avait rien dit depuis son retour de la grange. Il vaut mieux la mettre au lit, Marilla. Marilla s'était demandé où elle pourrait bien faire dormir Anne. Elle avait préparé un divan-lit dans la pièce attenante à la cuisine pour le garçon qu'on s'attendait à accueillir, mais bien que ce lit fût propre et parfaitement convenable, il ne semblait pas tout à fait indiqué pour une fille. Il était pourtant hors de question d'utiliser la chambre d'amis pour une misérable créature délaissée comme celle-là. Il ne restait donc que la chambre du pignon est. Marilla alluma une bougie et dit à l'enfant de la suivre. Ce qu'Anne fit sans entrain, agrippant au passage son chapeau et son sac de voyage, et traversant le vestibule d'une redoutable propreté. La petite chambre de pignon dans laquelle elle se trouvait à présent lui semblait plus propre encore. Marilla posa la bougie sur une table triangulaire à 3 pattes et ouvrit le lit. « Je suppose que vous avez une chemise de nuit, s'enquit-elle. Anne fit signe que oui. « Oui, j'en ai 2. La directrice de l'orphelinat me les a faites. Elles sont terriblement étriquées, il n'y en a jamais suffisamment dans un orphelinat, dont tout est toujours étriqué, du moins dans un orphelinat pauvre comme le nôtre. Je déteste les chemises de nuit étriquées, mais on arrive à rêver aussi bien dans celle-ci que dans de belles chemises longues au col garni de froufrou. Au moins cela me console. Bon, déshabillez-vous aussi vite que possible et couchez-vous, je reviendrai éteindre la bougie dans quelques minutes. Je ne me risquerai pas à vous laisser éteindre seul, vous pourriez aussi bien mettre le feu à la pièce. » Lorsque Marilla fut sortie, Anne avisa d'un œil songeur ce qu'il y avait autour d'elle. Les murs, blanchis à la chaux, étaient d'une nudité si pénible et si désolante qu'il lui semblait les entendre geindre de douleur. Le plancher était nu, lui aussi, à l'exception d'une natte ronde en paille tressée. Elle n'en avait jamais vu de semblable. Dans un coin se trouvait le lit, un lit haut à l'ancienne, avec 4 colonnes noires. Dans l'autre coin, la table triangulaire sur laquelle était posée une grosse pelote à épingles en velours rouge, suffisamment coriace pour ébrécher la moindre aiguille qui se serait aventurée à s'y piquer. Au-dessus était accroché un petit miroir de 6 pouces sur 8. À égale distance entre le lit et la table se trouvait la fenêtre.
ornementée d'une dentelle de mousseline d'un blanc glacial. En face, il y avait le nécessaire de toilette. La petite pièce tout entière exudait une froideur si indescriptible qu'Anne en fut glacée jusqu'à la moelle des os. Réprimant un petit sanglot, elle se débarrassa prestement de ses vêtements, enfila la chemise de nuit étriquée et sauta dans le lit où elle se pelotonna le visage contre l'oreiller, ramenant les couvertures par-dessus sa tête. Lorsque Marie la revint éteindre, elle trouva, seuls indices d'une présence autre que la sienne, quelques petits vêtements en désordre sur le plancher, un lit passablement défait et rien d'autre. Elle cueillit ostensiblement sur le sol les vêtements d'Anne, les plia avec soin sur une chaise jaune d'allure guindée, puis empoigna la bougie, s'avança vers le lit. « Bonne nuit, dit-elle, hésitante, maladroite, mais non sans douceur. Le visage blanc et les grands yeux d'Anne jaillirent d'un seul coup du fond des draps. « Comment pouvez-vous parler d'une bonne nuit, alors que vous savez fort bien que ce sera sans doute la pire nuit que je n'aurai jamais passée ?» demanda-t-elle d'un ton plein de reproches, et elle plongea à nouveau sous les draps. Marie-La redescendit, lentement, à la cuisine. Elle entreprit de faire la vaisselle. Matthew, lui, fumait, indice évident qu'il était troublé. Il fumait rarement, car Marie-La était absolument convaincue qu'il s'agissait d'une mauvaise habitude. Mais, à certains moments, à certaines occasions, il ne pouvait s'empêcher de le faire, et Marie-La fermait les yeux, comprenant qu'un humble mortel doit pouvoir, de temps à autre, laisser jaillir son trop-plein d'émotions. « Eh bien, voilà encore une affaire, » grommela-t-elle, furieuse. « Voilà ce qui arrive quand on utilise un entremetteur au lieu de se déplacer soi-même. La famille de Robert Spencer a falsifié notre message, d'une façon quelconque. L'un de nous deux devra prendre la voiture et aller trouver Madame Spencer demain. Cela ne fait pas de doute. Il faudra expédier de nouveau cette fille à l'orphelinat. »« Oui, je suppose, » émit Matthew un peu à contre-cœur. « Tu supposes, tu n'en es pas sûr. » Eh bien, disons, Marie-La, que cette gamine est une petite chose charmante. Cela me fait de la peine de la renvoyer alors qu'elle a tellement envie de rester ici. « Matthew Colbert, ne me dis pas que tu prétends qu'on devrait la garder !» La stupéfaction de Marie-La n'aurait pu être plus grande si Matthew lui avait fait part d'une soudaine et irrépressible envie de se tenir debout sur la tête. « Eh bien, voyons, non, je suppose que non, pas exactement, » balbutia Matthew en se débattant comme un beau diable pour trouver les mots exacts. « Je suppose qu'il serait difficile d'envisager de la garder. »« Il n'en est pas question. À quoi pourrait-elle bien nous servir ?»« Nous pourrions peut-être, nous, lui servir à quelque chose, » lança Matthew abruptement. « Matthew Colbert, je constate que cet enfant t'a ensorcelé. Il est visible et aussi clair que le jour que tu veux la garder. »« Eh bien, disons que c'est une petite qui a du piquant, » insista Matthew. « Tu aurais dû entendre tout ce qu'elle m'a raconté en revenant de la gare. »« Oh, ça, pour parler, elle a la langue bien pendue, ça se voit tout de suite. Ce n'est pas un bon point pour elle, d'ailleurs. Je n'aime pas les enfants qui parlent à tort et à travers. Je ne veux pas d'une orpheline, et si j'en avais voulu une, ce n'est pas ce genre-là que j'aurais choisi. Il y a chez elle quelque chose que je n'arrive pas à saisir. Non, vraiment, il faut la renvoyer au plus vite, là d'où elle vient. »« Je pourrais engager un petit Acadien pour m'aider, » dit Matthew, « et elle pourrait te tenir compagnie. »« Je n'ai pas besoin de compagnie, » répliqua sèchement Marie-La, « et je ne veux pas la garder. »« Eh bien, bon, on fera comme tu dis, bien entendu, Marie-La, » dit Matthew en se levant et en rangeant sa pipe. « Je vais me coucher. » Matthew alla se coucher, et Marie-La, une fois la vaisselle rangée, fit de même, des traits tendus. En haut, dans le pignon est, une enfant seule, affamée d'affection, dépourvue de tout, pleura jusqu'à ce que le sommeil l'emporte.